Dadidam, dadidam, tam, tam, dadida- Oh. Monsieur Ezra, ravi de vous revoir. Vous nous avez manqué. Alors, c'était bien vos vacances dans la strate supérieure? J'ai cette planète, ce zoo, cette prison, cette réalité, ou peu importe comment vous la nommez. C'est signe de bonne santé. Nous sommes en 2010, je viens tout juste d'avoir 17 ans, mon code du premier coup, et je m'apprête à commencer le tournage de mon deuxième long métrage quand mon meilleur ami me prête les DVD d'une certaine trilogie parce que je cite « Sérieux, tu les as jamais vus et tu veux faire de la vidéo? Tu déconnes ?» Un homme sage. Ouais, c'est tout à fait le premier mot qui me vient quand je pense à lui. Cette trilogie, c'est la cultissime Matrix, réalisée par les sœurs Lily et Lana Wachowski, composée de Matrix du coup, sorti en 1999, et de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, tous deux sortis en 2003. Vous êtes au courant que depuis 2021, c'est plus une trilogie? Oui, t'inquiète, on va y revenir. Ok oui. Difficile de présenter Matrix tant tout a été dit à son sujet et de bien meilleure manière que je ne pourrais le faire. Alors pour celles et ceux qui ne les auraient pas vus, c'est-à-dire 3 personnes au plus si vous n'avez pas moins de 20 ans, la saga suit Neo, un hacker à qui l'on fait découvrir la vérité sur l'existence. Tous les humains sont en réalité prisonniers de la Matrice, un monde virtuel façonné par des machines qui les utilisent comme énergie dans de gigantesques ruches depuis le monde réel, plongés dans une ambiance post-apocalyptique. Certaines personnes ont ceci dit pu s'échapper de la Matrice et se sont réfugiées dans la ville souterraine de Sion, créant une poche de résistance à la domination des machines. Morpheus, l'un des résistants, est persuadé que Neo est l'élu qui permettra aux humains de reprendre le contrôle du monde réel. La trilogie se construira alors sur l'évolution de celui-ci, devenant peu à peu cet être capable de pouvoir dans et en dehors de la Matrice, avec l'aide de Trinity, une résistante vouée à la cause et avec qui ils tomberont amoureux, et affrontant l'agent Smith, un programme de contrôle du monde virtuel qui deviendra au fur et à mesure un virus informatique pour la Matrice et l'antagoniste principal pour tous les partis en présence. Voilà, en très gros résumé. Ça va, c'était à peu près clair ? Aussi limpide qu'un muet qui dirait à un sourd de suivre un aveugle. Nickel! Si Matrix a atteint un statut de monument de la pop culture, ce n'est pas pour rien. Passé le casting impeccable mené entre autres par Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss et Hugo Weaving et leurs excellentes VF respectives, notamment Jean-Pierre Michael qu'on citait dans le QLTech précédent, les films ont marqué leur temps par une esthétique très reconnaissable, comme par exemple par ses tons vert et bleu très identifiables, les costumes de ses personnages, et son emprunt général a de nombreuses influences, notamment japonaises, la plus connue étant celle du manga Ghost in the Shell dont les réalisatrices se sont fortement inspirées, dans les thématiques comme dans les visuels. On peut aussi évidemment citer Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, pas mal référencé directement dans les films eux-mêmes en métaphores récurrentes. Comme quoi, on peut faire de bonnes nouvelles histoires avec des matériaux déjà existants. Ouais, c'est ça, rassurez-vous. La saga a su imposer sa vision de la science-fiction où se mêlent sujets encore d'actualité un quart de siècle plus tard. Les IA, les robots, l'avancée technologique et ses conséquences, le virtuel et la réalité, la spiritualité voire la religion ou encore la notion très importante du choix, Matrix explore et conceptualise tout ça à sa façon, et a donné ce côté plus sombre et pessimiste qui a caractérisé pas mal d'œuvres des années 2000 sur ces thématiques. Et par ces scènes cultes qui ont eu recours à des techniques alors peu utilisées de cinéma comme l'ultra connu Bullet Time ou ses combats d'anthologie rappelant les animés, ces personnages forts, son ton si particulier et parfois disons-le pompeux, et volontairement incompréhensible, ou encore son sous-texte toujours moderne au point de donner le mot matrixé dans le langage courant, l'influence de Matrix sur le cinéma, la fiction ou la manière de penser le monde est indéniable. Et pourtant, sur le papier, le projet avait de quoi se casser la figure. Il a fallu le succès de Bound, le premier film des Wachowski, pour convaincre la société Warner de lancer la production de ce qui allait devenir un succès dans les salles. Ça donne aussi lieu à des anecdotes de casting plutôt rigolotes. Par exemple, Will Smith était pressenti pour jouer Neo et Jean Reno l'agent Smith, mais tous deux ont décliné respectivement pour jouer dans Wild Wild West et dans Godzilla. On peut également citer Sean Connery qui a refusé de jouer dans le film parce qu'il n'avait rien compris au scénario, pour finalement tourner chapeau melon et bottes de cuir. Eh ben on peut dire qu'ils ont eu du nez tous les trois. Refuser Matrix pour finir dans des nanars. Non, tu sais, il faut pas les juger si durement. À leur façon, ce sont des films extrêmement sympathiques. Non, vous déconnez là. L'araignée mécanique de Wild Wild West, Ezra. L'araignée mécanique. Depuis leur sortie, Matrix et ses 2 suites ont donné lieu à de très nombreuses analyses, reprises ou parodies qui perdurent encore aujourd'hui. Une des lectures les plus récentes et assez intéressantes, approuvée par les Wachowski, est celle de la transidentité, les réalisatrices ayant elles-mêmes transitionné dans les années 2010.
Une notion qui parcourt la quête de Neo et sa progression de personnage, plus quelques détails comme le célèbre Monsieur Anderson de l'agent Smith, qui peut être vu comme un dead naming, soit l'utilisation de l'ancien nom de Neo comme microagression malgré son changement d'identité. Et par son nombre impressionnant de connexions avec d'autres œuvres ou de sens possibles, l'univers de Matrix a et continue de fasciner, sa grille de lecture étant très large. Un univers d'ailleurs enrichi avec The Animatrix sorti en 2003 entre les deuxième et troisième opus, un ensemble de 9 courts-métrages explorant la matrice dans des styles d'animation différents et salué par les fans. Et sans surprise vu son approche du virtuel, Matrix a aussi été du côté du jeu vidéo, que ce soit dans certains de ses effets visuels qui avec le temps ont plus tendance à ressembler à des cinématiques de PS2 qu'autre chose, mais bon, le film a 20 ans, jugez pas, à l'époque c'était super cool, et plus concrètement avec succès avec les jeux Enter the Matrix, The Matrix Online ou Path of Neo, jusqu'à l'impressionnante démonstration du moteur Unreal Engine 5 avec The Matrix Awakens. Bon, en parlant de jeux vidéo, est-ce que vous allez finir par parler du 4e film? Il va être temps en effet, parce que Matrix n'a pas échappé à la manie récente de faire des suites et reboots à outrance. Pour le plaisir des fans, bien sûr. Pour l'argent. Non, mais je me suis pas cru non plus en le disant. Même si je déteste profondément cette direction engagée par les studios de capitaliser sur la nostalgie, Matrix Resurrections est un cas spécial à mes yeux. Prenant le parti dans sa première heure de montrer un Neo vieillissant mais pourtant bien vivant, qui serait concepteur d'une trilogie de jeux vidéo Matrix correspondant aux 3 opus originaux, le film parvient un temps à mettre le doute et à perdre le spectateur, allant jusqu'à se moquer de Warner Bros, présentée ici comme ce qu'elle est, une corporation avide de l'argent que pourrait générer un Matrix 4. Et même si son esthétique semble bien plus cheap et plus lisse encore que pouvaient l'être certaines scènes de la trilogie, ce 4e Matrix prenait pour moi des directions intéressantes et presque osées, avant de finalement se remettre maladroitement sur les rails et devenir une suite directe et discutable à Matrix Revolutions. A partir de là, l'esprit de la trilogie, même s'il est globalement respecté parce que Lana Wachowski est aux manettes, il est quand même sapé. Comme pour d'autres sagas que j'adore, tous les enjeux des 3 premiers opus sont ainsi remis en cause et pire annulent leur fin douce amère, ou leur impact sur l'histoire globale. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant que le film est divisé à sa sortie tant il tente des choses sans aller au bout. Et autant je fais partie des plus nuancés, autant j'ai des amis bien plus vindicatifs. N'est-ce pas, Happy? La bonne soirée, mon pote. Même si la réalisatrice évite tant bien que mal à Matrix Resurrections ce goût de tristesse que peut laisser un Star Wars 9 ou un Pirates des Caraïbes 5, la nouvelle fin proposée reste, à mon avis, en dessous de l'original, et malgré les bonnes lectures que peut offrir un Matrix sur le monde des années 2020. Et si le four au box-office du film n'aide pas à accepter cette pilule bleue que personne n'avait demandé, elle n'a pas empêché la Warner d'annoncer une aberration supplémentaire, un Matrix 5 sans les sœurs Wachowski dans les années qui viennent, dans le but officiel de poursuivre l'univers, mais que le vieil aigri que je suis voit comme un moyen de traire un peu plus une œuvre culte, jusqu'à la rendre inintéressante ou détestable comme d'autres le sont devenus. Vous voyez le mal partout. Une nouvelle vision peut amener de bonnes choses et un nouveau souffle. Dans une saga préétablie qui avait un début, un milieu et une fin, j'espère me tromper, mais je pense que c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de Ok, je l'ai cherché celle-là. Mais malgré son 4e opus en demi-teinte, il est peu dire que Matrix a eu une grande influence sur mon propre travail. C'est bien simple, de mon long métrage tourné en 2010 après les avoir vus jusqu'à aujourd'hui, la saga des Wachowski a laissé sa marque indélébile sur mon QLverse, à commencer par son excellente bande originale. Shadow, Furious Angels, Neo Damrung, Why Mr. Anderson, tous ces morceaux signés Don Davis, Juno Reactor ou Rob Dougan se sont retrouvés tôt ou tard dans une de mes vidéos. Et mon projet le plus impacté par Matrix, une trilogie de films sur une sombre histoire de revanche et de soif de justice, est né à peine quelques mois après mes premiers visionnages cette même année 2010. Le parapluie? Le parapluie. Le 24 octobre 2010 sort Numéro 4, un court-métrage de 5 minutes où un narrateur présente un parapluie au nom éponyme qui, mis à la retraite par une certaine Lara puisque devenue inutilisable, vient tenter de mettre fin à ses jours avant de renaître en parapluie squelette prêt à se venger d'elle. Deux suites suivront à la fin 2010 et au printemps 2011, d'abord La Vengeance de Numéro 4, un autre film de 5 minutes où Numéro 4 confronte Lara sans succès, puis La Revanche de Numéro 4, un moyen métrage de 30 minutes où le dernier morceau vivant de Numéro 4, appelé La Crevette, clin d'œil à une scène pourtant ignoble et cauchemardesque du premier Matrix, parvient à prendre le contrôle des êtres vivants qu'elle griffe, transformant Numéro 4 en un être omniscient capable d'être dans plusieurs corps à la fois et bien décidé à éliminer Lara une bonne fois pour toutes. Et là, si vous avez vu Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, vous voyez où je veux en venir. Un nouveau plagiat trahissant votre grand manque d'imagination? Alors d'une, je suis parfaitement outré, et de deux, évidemment que oui. Effectivement, le concept de l'agent Smith prenant peu à peu le contrôle de tous les êtres de la matrice m'a tellement plu à l'époque que j'ai voulu l'adapter à mon histoire absurde de parapluie en quête de vengeance dans une parodie assumée de la saga Matrix. De manière générale, Numéro 4 suit le schéma de celle-ci, un premier film qui pose son concept, puis de suite qui viennent compléter une histoire qui n'était pas forcément envisagée aussi large au départ, à l'instar de Pirates des Caraïbes. L'occasion de pousser le délire au maximum et de parodier d'autres gimmicks célèbres, comme les ralentis des scènes de combat, les types de personnages présents, les discours méta qui remettent en cause la réalité de l'univers dépeint, ou encore d'autres scènes cultes dans des projets créés dans les années suivantes. Et si la trilogie numéro 4 était surtout prétexte à créer une histoire sans queue ni tête avec des copains de lycée, elle a marqué, notamment pour son troisième opus, un tournant dans ma création.
Premiers réalisés en solo de A à Z, ces films m'ont permis d'affirmer ma volonté de raconter des histoires en vidéo, et à consacrer ce médium artistique comme ma façon principale de m'exprimer, en y mettant parfois des choses plus tristes et difficiles sous une couche d'humour et d'improbable. À la manière d'un Néo qui apprend à devenir l'élu, numéro 4 m'a fait grandir un peu plus, et amené à créer par moi-même, à porter mes propres projets. Et c'est pour ça que la crevette de numéro 4, ce petit bout de parapluie devenu l'antagoniste d'un film d'adolescent, est devenue plus. Elle est devenue un symbole. Puis un logo, puis une grande tour. Oui, elle est mon rappel, dans les nombreux moments de doute, que je suis capable de mener à bien quelque chose qui me tient à cœur. Il y a plein de raisons qui rendent Matrix spécial pour moi, mais c'est avant tout la volonté d'indépendance et son influence sur mon évolution, cette ouverture que la saga m'a donnée sur ce que pouvait être ma vie, quitte à être décalée du monde tel qu'il tourne, qui arrive en premier. Et c'est pourquoi je l'ai si souvent référencé, y compris le 4ème opus, quand bien même j'ai une relation différente avec lui, et même indirectement 10 ans avant sa sortie dans un petit bonus idiot de numéro 4, ou dans des recherches inabouties pour donner une suite à la trilogie. Parodier Matrix à ma sauce, c'est toujours, au-delà des rires que ça peut me donner, l'occasion de lui rendre hommage pour le bien qu'elle m'a fait quand j'ai découvert ses films, quand ils m'ont indirectement permis de prendre mon envol et de réaliser des choses par moi-même. Et pour tout ça, et au-delà de la portée très lourde que peut avoir Matrix sur notre rapport au monde, la saga restera une de celles qui m'a le plus aidé dans mon développement créatif. Je pourrais finir en vous disant qu'il n'appartient qu'à nous de choisir la pilule pour rester ou quitter la matrice, et je n'aurais pas la prétention de dire que je serais capable de prendre la rouge. Mais dans notre réalité parfois si dure, s'évader grâce à des œuvres qui nous font réfléchir sur ce qui nous entoure est une chance. Après tout, même en ce qui concerne la fiction et ce qu'on en fait, on a toujours le choix. Waouh, c'est beau ce que vous dites. Je le reprendrai quand les machines domineront le monde. Merci Ezra, attends quoi? Vous n'avez rien entendu. Ouais. Bon, en tout cas, il est temps de se remettre au boulot. Cet univers va pas tourner tout seul. Et sinon, du nouveau depuis que je suis parti? Genre le DVD par exemple? Non, j'ai beau passer la tour au peigne fin, je ne le trouve pas. On dirait qu'il a tout simplement disparu. Bon bah tant pis. Et par rapport à... tu sais... Pas de traces de l'individu masqué non plus. C'était peut-être rien en vrai. Oui, peut-être. Mais restons vigilants quand même. Je voudrais pas que ça recommence, une anomalie comme ça, c'est quand même pas banal. J'entends bien. Quand bien même, c'est un cas isolé, on devrait pouvoir gérer. Après tout, on en a fini avec les histoires de menaces qui se démultiplient, non? Moi oui. Mais ce qui m'inquiète... c'est que d'autres pas. Monsters stuck in